Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Le pasteur James Anderson est décédé le 28 mai 1739 ainsi que l'atteste la rubrique nécrologique du Gentleman's Magazine, un périodique anglais qui, tenez-vous bien, a paru de 1731 à 1922, une longévité qui ferait rêver aujourd'hui n'importe quel titre de presse en France. Le docteur Anderson y est présenté comme un éminent ministre dissident, auteur de la Constitution des francs-maçons et de généalogie royale. Un ministre dissident, dissenting minister, désigne un ministre du culte qui se rattache à une église séparée de l'église d'Angleterre. Dissident, James Anderson l'était. Il était pasteur de l'église d'Écosse, plus connue sous le nom d'église presbytérienne. Le presbytérianisme prône le sacerdoce universel, c'est-à-dire le rejet du clergé et de l'épiscopat, le Gentleman's Magazine ne s'étend pas davantage. J'ai alors voulu vérifier ce qu'en disait le Scots Magazine, qui est l'homologue écossais du Gentleman's Magazine. Le Scots Magazine est quant à lui le plus ancien magazine du monde. Bien que ce périodique ait connu quelques périodes d'interruption, il est publié depuis 1739, ce qui est absolument incroyable et fait de ce titre de presse une véritable institution. J'étais en effet persuadé qu'un magazine contenant des articles sur les sujets d'intérêt écossais depuis maintenant 281 ans n'avait pas pu omettre de signaler le décès de James Anderson. J'ai eu raison de le penser, car le Scots Magazine s'est effectivement montré un petit peu plus prolixe sur James Anderson que le Gentleman's Magazine. On y trouve la confirmation que le révérend Anderson est bien décédé le lundi 28 mai 1739 à son domicile londonien d'Essex Court Strand. Anderson était docteur en théologie et membre de l'Église d'Écosse. Il est présenté comme l'auteur de généalogie royale et de plusieurs autres œuvres. Mais le périodique, et le détail est étonnant, ne dit mot sur les constitutions et sur l'appartenance du défunt à la franc-maçonnerie. En revanche, le Scots Magazine souligne que James Anderson était un gentilhomme aux capacités rares et à la conversation la plus facétieuse. Il insiste enfin sur les revers de fortune du pasteur. La brève nécrologie se termine sur une note amère. Selon le périodique, malgré ses talents et l'application utile qu'il en a faite, Anderson n'a pas eu la reconnaissance qu'il aurait été en droit d'obtenir de ses contemporains. Il semble que le pasteur ait connu des revers de fortune à la fin de sa vie, suite à de mauvais investissements. On sait relativement peu de choses de sa vie personnelle. Sinon qu'il est né à Aberdeen, en Écosse, vers 1678, de l'union de James Anderson père et de John Campbell, dans une famille de 11 enfants. Sa parenté comprend des médecins, des professeurs, des pasteurs. Il est donc issu d'une famille de la bourgeoisie naissante. On sait aussi qu'il a fait des études au Westerton et Marshall College en 1694 et qu'il est sorti de l'université en 1702. Il a été, comme je l'ai dit, pasteur de l'église presbytérienne et il a été en charge jusqu'en 1723 de la paroisse londonienne de la Swallow Street à Piccadilly, où avait officié le père de Jean-Théophile des Aguliers. Il est devenu ensuite chapelain des comtes de Buchan jusqu'en 1734, puis pasteur de la paroisse de Leicester Fields jusqu'à sa mort. Anderson a été marié et il a eu 2 enfants. Sa vie maçonnique est mieux connue, bien qu'on ignore la date et le lieu précis de son initiation. On sait toutefois que son père était membre d'une loge à Aberdeen, ce qui laisse supposer que James Anderson a pu être initié dans une des loges de sa ville natale avant de s'installer en Angleterre. C'est une hypothèse d'autant plus vraisemblable que James Anderson est passé à la postérité pour avoir donné à la franc-maçonnerie spéculative, sur ordre de la Grande Loge de Londres, ses premières constitutions rénovées comprenant l'historique de la fraternité, les obligations fondamentales, le règlement et les chants. Cette mission particulière montre que le pasteur Anderson devait être réputé pour sa connaissance des usages traditionnels de l'ordre maçonnique. En effet, il ne faut pas oublier qu'en 1722, John Roberts avait publié les anciennes constitutions appartenant à la Société ancienne et honorable et des francs et acceptés maçons, sur la base d'un vieux manuscrit du XIIIe siècle. La Grande Loge de Londres avait pu juger que le travail de Roberts n'était pas adapté à la jeune fraternité. James Anderson a donc effectué un travail de remise en forme des anciennes obligations pour qu'elles fussent respectées des frères. Citons l'obligation première qui est la plus connue. Un maçon est obligé par sa tenure d'obéir à la loi morale, et s'il comprend bien l'art, il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irreligieux.
Mais, quoique dans les temps anciens les maçons fussent astreints dans chaque pays d'appartenir à la religion de ce pays, ou de cette nation, quelle qu'elle fût, il est cependant considérant maintenant comme plus expédient de les soumettre seulement à cette religion que tous les hommes acceptent, laissant à chacun son opinion particulière, et qui consiste à être des hommes bons et loyaux, ou hommes d'honneur et de probité, quelles que soient les dénominations ou croyances qui puissent les distinguer. Ainsi, la maçonnerie devient le centre d'union, et le moyen de nouer une véritable amitié parmi des personnes qui eussent dû demeurer perpétuellement éloignées. Il a été soutenu parfois que Jean-Théophile Desaguliers avait été le véritable auteur des constitutions de 1723. Mais cette affirmation ne résiste pas à l'examen des sources. Il suffit de lire l'approbation du duc de Wharton, grand maître de la Grande Loge de Londres. Elle est sans ambiguïté. James Anderson, vénérable maître de la loge numéro 17, est bien présenté comme l'auteur des constitutions de 1723. Ensuite, qui peut croire sérieusement que James Anderson a pu s'accaparer le travail du député grand maître Desaguliers sans que celui-ci ne réagisse? C'est tout bonnement impossible. En outre, il faut signaler que Jean-Théophile Desaguliers a porté le cercueil d'Anderson en compagnie de 5 autres francs-maçons au cimetière londonien de Bull Hill Field, ainsi que l'atteste le journal The Daily Post du 2 juin 1739. L'attitude touchante de Desaguliers prouve au contraire l'amitié profonde et sincère qui devait unir les deux hommes. Ces faits, hélas, demeurent généralement peu connus des francs-maçons, y compris aujourd'hui, tant et si bien que James Anderson est souvent injustement perçu comme un personnage de second plan, médiocre et sans envergure. La question qu'on peut se poser est de savoir pourquoi tant de haine à l'égard du pasteur écossais. Voici ma réponse. Parce que celui-ci a publié une nouvelle édition des Constitutions en 1738 pour marquer la transformation de la Grande Loge de Londres en Grande Loge d'Angleterre. Et à cette occasion, Anderson a été accusé d'avoir procédé à des reformulations, des ajouts et des interpolations. Une interpolation, c'est introduire des extraits de texte dans une œuvre à laquelle ils n'appartiennent pas. Voici comment a évolué l'obligation première que je vous avais lue. Les modifications sont en gras. Un maçon est obligé par sa tenure d'obéir à la loi morale en tant que véritable noachite. Et s'il comprend bien le métier, il ne sera jamais un athée stupide, ni un libertin irreligieux, ni n'agira à l'encontre de sa conscience. Dans les temps anciens, les maçons chrétiens étaient tenus de se conformer aux coutumes chrétiennes de chaque pays où ils voyageaient. Mais la maçonnerie existant dans toutes les nations, même de religions diverses, ils sont maintenant tenus d'adhérer à cette religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord, laissant à chaque frère ses propres opinions, c'est-à-dire être des hommes de bien et loyaux, hommes d'honneur et de probité, quels que soient les noms, religions ou confessions qui aident à les distinguer, car tous s'accordent sur les 3 articles de Noé assez pour préserver le ciment de la loge. Ainsi, la maçonnerie est leur centre de l'union et l'heureux moyen de concilier des personnes qui autrement n'auraient pu que rester perpétuellement étrangères. L'ouvrage intitulé The Pocket Companion, An History of Freemasonry, paru en 1754, donne ses explications sur ces modifications. Il indique dans sa préface, de manière quelque peu inélégante, le docteur Anderson, qui s'est impliqué dans l'ancien travail, c'est-à-dire la Constitution de 1723, a sollicité la faveur de réimprimer le dit livre des Constitutions avec les faits de la société maçonnique jusqu'à l'année 1738, ce qui lui fut accordé, la gestion de cette réimpression ayant été laissée au docteur. Mais quelle que soit la cause qui puisse l'expliquer, que ce soit ses problèmes de santé ou dans le fait qu'il ait trop fait confiance à des étrangers pour la mise en forme ou l'impression, le travail est apparu très mutilé au point qu'il a été revu et corrigé par le grand maître Payne. Ces critiques, disons-le, sont injustes. Réduire la version de 1738 à des problèmes de santé, sans doute réels, puisque Anderson est mort l'année suivante, ou à des indélicatesses d'éditeurs-imprimeurs semble pour le moins grotesque. C'est une façon de nier l'apport de cette nouvelle version dans la manière de comprendre la franc-maçonnerie spéculative. Il faut, je crois, remettre en perspective le travail de James Anderson sans le dénigrer. La Grande Loge de Londres ne lui a pas demandé d'écrire une histoire plus ou moins rocambolesque de l'ordre maçonnique, ou de compiler de vieux manuscrits ayant régi la vie des loges opératives. La mission que lui a confiée la Grande Loge de Londres a été de fournir à la jeune franc-maçonnerie spéculative un compte-rendu clair des charges et devoirs de l'ancienne fraternité afin que les maçons modernes puissent s'y référer et disposer ainsi d'une base réglementaire la plus solide possible. Anderson a parfaitement rempli sa mission. Si le pasteur presbytérien fait du franc-maçon un enfant de Dieu, ni athée stupide, ni libertin et religieux,
ce qui après tout peut se comprendre d'un homme d'église, il ne propose pas pour autant de l'assujettir à une théologie particulière. Le maçon est d'abord celui qui a le culte de l'amitié et respecte l'opinion d'autrui. C'est celui qui n'agit pas contre sa conscience. C'est à ce niveau-là que le révérend James Anderson introduit une rupture majeure avec les temps anciens afin d'adapter la maçonnerie aux réalités du temps présent, car les hommes peuvent évidemment avoir des croyances et des opinions particulières. Et on voit bien que cette approche dynamique annonce implicitement l'évolution doctrinale de 1877 en France. James Anderson est à bien des égards un précurseur de la liberté de conscience. Par son action, il a plus ou moins ouvert la voie à une conception libérale de la franc-maçonnerie. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a été dénigré immédiatement après son décès. En effet, il est plus facile de taper sur les morts car ils ne peuvent pas se défendre. En conclusion, dans son travail, Anderson ne critique pas, il n'analyse pas, il se contente de raconter une histoire légendaire dans un récit clair, lisible et concis comme on devait la raconter dans les vieilles guildes du temps jadis, lorsque les francs-maçons opératifs se réunissaient entre eux. Écrire est la seule façon de ne point oublier et d'immortaliser ce qui mérite d'être retenu par les générations suivantes. Peu importe l'invraisemblance de l'historique, la légende a une fonction de légitimation et d'affirmation de l'ordre maçonnique dans l'histoire des hommes. Il en est de même du cadre réglementaire des constitutions, par lequel un groupe d'hommes s'est doté librement de ses propres règles et usages.